Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Ce que vous voyez derrière moi est une batterie. En temps normal, elle est remplie d'eau à ras-bord, mais là, elle est complètement vidangée et on va vous expliquer pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est parti! Nous sommes sur la station de transfert d'énergie par pompage, la STEP de Revin dans les Ardennes. C'est l'un des plus anciens sites de stockage massif d'électricité en France. Pour faire court, une STEP, c'est un système qui permet de stocker de l'électricité à travers deux bassins situés à différentes altitudes. Quand on veut produire de l'électricité, eh bien, on ouvre les vannes du bassin supérieur pour laisser l'eau s'écouler dans les turbines et ensuite dans le bassin inférieur. Et quand on a besoin de recharger, eh bien, finalement, on pompe de l'eau dans le bassin supérieur. Si vous voulez connaître tous les détails de fonctionnement d'une STEP, je vous invite à regarder notre reportage sur la STEP de Montézic. Le lien est en description. Nous sommes sur le bassin supérieur de la STEP de Revin. Ici, normalement, c'est rempli d'eau à ras-bord. Et pour comprendre pourquoi elle a été entièrement vidangée, je suis accompagné de François Lesec, qui est responsable donc, de la STEP de Revin. Bonjour François Lesec et merci beaucoup de nous faire découvrir cette installation. Alors pourquoi ici ce réservoir a été vidangé? Ça sert à quoi au final? Bonjour Hugo. Oui, alors le bassin des Marquisades, donc, qui constitue le bassin supérieur de la STEP de Revin, a été vidangé au mois de mai pour permettre des travaux dans l'usine au niveau des robinets sphériques. Des travaux de maintenance sur les robinets sphériques, et un robinet sphérique qui était parti en 2020, qui est en usine en Suisse, qui est revenu tout rénové, qui a été remis en place. Alors pour mieux comprendre, ici on se retrouve sur ce que vous appelez la tulipe, c'est l'admission d'eau, en fait c'est le trou béant qui permet de laisser l'eau s'écouler jusqu'aux turbines qui se trouvent à 230 mètres sous nos pieds, c'est bien ça? C'est cela. En fait, c'est à la fois l'adduction pour quand on est au mode turbine, c'est-à-dire quand on a besoin d'énergie sur le réseau et qu'on produit de l'électricité, mais c'est aussi par cet endroit-là que l'eau remonte pour revenir dans le bassin supérieur quand on est dans une phase où il y a un surplus d'énergie sur le réseau d'électricité et qu'on pompe l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur pour la stocker sous forme d'énergie potentielle. Est-ce qu'on peut voir un petit peu au-dessus de la rambarde, avoir une idée un petit peu de la profondeur du lieu? Bon, je ne pense pas qu'on va voir grand-chose. Là, je mets la GoPro au-dessus du vide. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on voit, mais on a quel diamètre là, de canalisation? Donc, au niveau du mur que vous avez pris, là, donc on est à un diamètre de 15 mètres environ, puisque c'est en forme d'entonnoir. Et on arrive dans un puits vertical qui fait plus de 200 mètres de haut, de 9 mètres de diamètre, qui va se séparer ensuite en deux branches, puis à nouveau en deux branches pour alimenter chacun des groupes. Au plus petit, la section des branches est de l'ordre de 2,60 m, c'est-à-dire la section de nos robinets sphériques. Donc ici, il y a de l'eau qui peut s'engouffrer pour produire de l'énergie, mais il y a aussi de l'eau qui peut jaillir quand vous êtes en phase de pompe. C'est ça. On est sur quel débit, là, que ce soit en pompe ou en turbinage? Alors, chaque groupe est capable de turbiner jusqu'à 100 m3 par seconde. Donc, on est capable d'entonner 400 m3 par seconde par ici. Et en pompage, le débit en pompe est de l'ordre de 75 m3 par seconde par groupe. Et sur le réservoir ici, on a quel volume d'eau qui peut être stocké? On ne voit pas bien parce qu'il est en forme de haricot un petit peu ce réservoir. Ça continue un petit peu après. Quel volume d'eau et surtout quelle quantité d'énergie on peut stocker ici? Il est effectivement en forme d'haricot et c'est aussi le nom qu'on lui donne régulièrement. D'accord. Donc en fait, ici on stocke 8,5 millions de mètres cubes. Et on a, sur ces 8,5 millions de mètres cubes, on a 6,9 millions de mètres cubes qui constituent le volume utile, c'est-à-dire que c'est le volume qu'on transfère de ce bassin supérieur vers le bassin inférieur. Voilà. Et en production, ces 6,9 millions de mètres cubes, ça représente à peu près 4,4 gigawattheures, du coup. Ok. Et ça correspond à combien de temps à pleine puissance? Si vous ouvrez toutes les turbines à fond, vous avez combien de réserves là ici? 5h30.
Ok, donc c'est quand même... 5h30 en turbinage et pour remplir à peu près 7 heures. Donc c'est pas la plus grande steppe de France, quoi. C'est même l'une des plus petites. Oui. Vous avez un fonctionnement qui est assez différent des 6 autres grandes steppes installées en France. Vous m'avez expliqué que vous êtes en fonctionnement journalier, c'est ça? C'est ça. Donc en fait ici, on peut démarrer en pompe ou en turbinage plusieurs fois par jour et remplir le bassin et le vider donc plusieurs fois par jour. Voilà, donc on va marner, c'est-à-dire avoir une différence de hauteur entre la côte haute et la côte basse au plus de 12 mètres au bassin supérieur et d'une 15 à 16 mètres au bassin inférieur. Alors je me posais une question, on est à 20 km à vol d'oiseau de la centrale nucléaire de Chaux. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que la steppe de Revin a vraiment un lien avec cette centrale? Alors, pour implanter un barrage, il faut un contexte topographique et géologique intéressant, quoi. Voilà, et donc l'implantation de la steppe est plus liée au contexte de morphologie du terrain que la présence de chaux. C'est pas pour éventuellement, c'est pas le backup de secours de la centrale? Ah mais si, ça fait partie du travail aussi des steppes, de pouvoir intervenir en cas de blackout sur des centrales nucléaires. Et pour nous, un des scénarios, c'est bien chaud, qui est chez nous. Là, elle est reliée directement, il y a une ligne entre la centrale de Revin, la steppe de Revin et la centrale de Chaux. C'est-à-dire que si tout le réseau électrique français s'effondre, scénario catastrophe improbable, vous pouvez directement redémarrer ou assister la centrale nucléaire de Chaux. Alors directement avec l'appui de RTE, qui va configurer ces lignes pour qu'on puisse les alimenter directement. Nous étions donc sur la Tulipe, ici c'est l'endroit où l'eau s'engouffre et on est descendu au fond du réservoir, qui est donc totalement sec. Enfin, il y a une petite mare qui subsiste. D'ailleurs, pourquoi elle est encore là, cette mare? Pourquoi elle n'est pas vidangée? Parce que c'est le poids bas en fait, du bassin. Il n'y avait pas d'utilité à la vidanger. La steppe de Revin, elle a une particularité, c'est que son réservoir supérieur a été construit de façon totalement artificielle. Il n'y avait pas de cuvette naturelle. Toutes les digues qu'on voit ici sont complètement artificielles. Donc, ça a été un vrai challenge ici d'étanchéifier le sol. Alors effectivement, c'est un bassin qui est complètement artificiel, c'est la colline des Marquisades qui a été rasée. Tous les matériaux qui ont été déblayés ont été réutilisés pour construire le barrage et le fond avait des caractéristiques d'étanchéité qui étaient déjà très intéressantes pour la steppe. Et donc ça a été complété par un corroi argileux, donc une épaisseur d'argile qui a été protégée elle-même par du schiste, pour éviter de l'arracher en cas de mouvement d'eau. Voilà, mais effectivement, c'était un ouvrage qui est, pour le fond, qui a été étanchéifié de cette façon, avec un matériau naturel. Et puis, pour le parement aval, donc le parement qui est à l'intérieur du bassin, là, c'est un béton bitumineux qui a été posé dans les années 68, début des années 70. Donc, le cœur de ces digues-là, il est composé de quoi? De roches, au final? De limon. De limon. Et recouvert donc de béton bitumineux. Pour la partie l'intérieur du bassin, oui, c'est ça. Et quelle hauteur elles font ces digues? On se rend peut-être pas compte ici parce qu'on est assez loin, mais... Elles font, par rapport au terrain naturel, elles ont une hauteur comprise entre 8 et 18 mètres. Voilà. Donc quand on est en crête, la circonférence de la crête, c'est 4400 mètres. Voilà, donc ensuite ça varie entre 8 et 18 mètres de hauteur, avec une épaisseur à la base d'une centaine de mètres. Très bien, on va découvrir maintenant l'usine qui est totalement souterraine, qui se trouve donc juste en bas. Verticale. On ne passera pas par là. Autrement, évidemment, on ne va pas passer par ici, on va passer par la route. Allez, on se retrouve en bas. On est descendu d'environ 230 mètres et on se trouve devant le tunnel d'accès à l'usine qui est entièrement souterraine. Donc on va s'engouffrer dans la montagne. Il fait combien de mètres ce tunnel? Alors le tunnel pour accéder à l'entrée de la salle des machines, il fait 190 mètres. Et il donne accès à la salle de machines qui, elle, fait 115 mètres de long. Là, le tunnel, il a été creusé dans quelle matière? Il a été creusé dans le schiste. Donc c'est le matériau géologique typique de ce coin-ci des Ardennes. Et c'est le seul accès au final
à l'usine? Alors ici, sur Revin, on a deux accès. On a l'accès à la salle des machines dans laquelle on est, et un peu plus loin, on a un accès à la salle des robinets sphériques, par où les robinets sphériques ont été rentrés dans l'usine. Donc il y a deux salles différentes, contrairement à la steppe de Montézy qu'on a pu voir. Il y a deux salles différentes, deux accès différents. Donc ce qu'on voit de différentes couleurs ici, c'est les groupes, il y en a 4. Hein, donc. C'est ça, exactement. Donc du fond de la caverne, on a en bleu le groupe 1 jusqu'au groupe 4 ici. Donc ce sont 4 groupes pompes-turbines réversibles d'une puissance en turbine de 200 MW chacun. Voilà, qu'on peut mettre, qui sont commandés à distance et qui se connectent sur le réseau en 2 minutes. La steppe de Revin, ça fait quasiment 50 ans qu'EDF l'exploite, hein, depuis sa mise en service en 1976. Je suppose que le matériel doit fatiguer, doit s'user. Vous avez commencé en 2015 les premières opérations de maintenance d'envergure, on va dire. Par quoi ça commence? Comment on assure une grosse maintenance d'une installation aussi imposante? Déjà, ça commence par la connaissance de l'état de notre patrimoine, ce qui est pour un industriel fondamental. Et ensuite, les travaux en eux-mêmes vont commencer par une déconstruction, un dépilage de la machine, morceau par morceau. Donc ce qu'on voit ici, concrètement, vous enlevez chaque boulon et vous démontez tout, quoi. Sur la partie tête de machine ici, donc c'est un moteur poney qui sert au lancement de la machine en pompe. L'alternateur en dessous, tout a été démonté et transporté au fond dans la salle sur la plage de montage. Vous avez également sorti la turbine en elle-même, hein, la roue. Alors la roue a été sortie également, donc sur le groupe 4, la roue a été envoyée dans des ateliers EDF pour être réparée, rechargée quoi, en fait. Hein. Et tandis que sur les autres groupes, on a mis de nouvelles roues avec un profil légèrement différent pour augmenter son rendement. Ça ressemble à quoi une roue usée, une roue qui a 40 ans de service? Parce que surtout qu'une roue Francis pompe-turbine, elle est soumise à beaucoup plus de pression, on va dire de stress, qu'une roue Francis classique, puisque à la fois elle pompe et elle turbine. Est-ce que c'est une roue qui est très usée avec des trous dedans ou en apparence on ne voit pas l'usure? En fait, les trous qui pourraient apparaître sont liés à la cavitation de l'écoulement. Dans le cas présent, on a une roue qui a été exposée dans Revin et on voit qu'elle est, on voit qu'elle est en bon état, quoi. Elle est usée, il y a des trous, mais voilà, mais elle est pas c'est pas du gruyère. Vous avez également rénové un robinet sphérique. Ça, c'est un organe crucial en fait, hein, pour l'admission d'eau. Il se trouve où d'ailleurs? Parce que là, on voit la salle des machines, mais il y a une deuxième salle aussi. Oui. Où se trouvent donc les robinets sphériques. Elle est où? Elle est là-bas, là-bas? Elle est là-bas. Ok, pour y accéder, on passe par où? On va redescendre, on va prendre toute la galerie, et on va suivre une volée d'escalier et on va descendre dans la salle des robinets sphériques. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc ici, on est à l'étage plutôt électrique. Hein. Donc vous avez 4 alternateurs qui sont en enfilade sur votre droite, dans des enceintes béton. Voilà, donc... Là, ça sert à quoi? C'est un dispositif d'extinction d'incendie, hein, ça? Exactement, c'est en cas d'incendie, ces bonbonnes de CO2 percutent et viennent éteindre le feu à l'intérieur de l'enceinte, en fait. Quand ils viennent supprimer l'oxygène, augmenter le taux de CO2, donc diminuer le taux d'oxygène pour que l'incendie s'arrête. Parfumé au jasmin pour que ça sente. Faut qu'on le détecte, mais c'est un truc. Le parfum, c'est de la sécurité pour nos agents. Ah, c'est vrai, c'est pas une blague. Ah oui, non, c'est vraiment pour que les agents le sentent. Et quand ça percute, si ça sent le jasmin dans l'usine, c'est pas bon signe, quoi. Ok. Là, ces énormes câbles, c'est ce que vous utilisez pour soulever les. On les utilise plus là. Non? Ah ok. Parce que c'est énorme, hein. C'est du métal là. Ça fait partie du musée. Ok. Donc ici on est plus dans la partie mécanique de l'usine, avec des nourrices d'air, ici, un accumulateur d'huile. Tout fonctionne avec de l'énergie hydraulique. Voilà. Pourquoi on a des nourrices d'air? C'est quand on démarre les groupes en pompe, on a besoin de chasser l'air autour de la roue
pour avoir moins de frottement, moins d'efforts résistants. Donc une fois que la machine est lancée à la bonne vitesse et qu'elle est synchronisée au réseau, on va chasser en fait cet air-là, l'eau va venir prendre sa place, quoi, et en même temps vous ouvrir le vannage dans une séquence bien précise, hein, et l'eau va remonter du bassin inférieur vers le bassin supérieur. Voilà. Donc on a besoin de ces bonbonnes d'air pour fonctionner. Et c'est aussi ce qui active le robinet sphérique, il me semble, c'est l'huile, c'est la pression de l'huile qui ouvre le robinet sphérique. Oui, mais on va aller voir ça de l'autre côté. Ok, ben allons-y. On peut aller voir la pivoterie si vous voulez. Allez, bien sûr. Donc voilà une pivoterie. Ok, donc ça c'est l'arbre qui relie l'alternateur à la roue Francis. Hein. C'est ça, la roue Francis est en dessous de nous, c'est elle qui donne le mouvement quand on est en mode turbine. Le mouvement est transmis par cet arbre qui est sur lequel est fixé le rotor et qui se met en mouvement. Et donc un champ magnétique tournant permet en fait de produire l'électricité et de sortir du 13 000 volts. Ok, donc ici normalement c'est extrêmement bruyant, hein, je suppose. Là, c'est le petit tunnel qui relie la caverne des machines à la caverne des robinets sphériques, c'est ça? C'est exactement ça. Ok, alors allons-y. Ok, donc là, on entre dans la salle des robinets sphériques. Exactement. Donc les robinets sphériques, il y en a un par groupe. C'est à ce niveau qu'on va faire commander l'admission de l'eau au niveau des groupes. Voilà. Donc au final, c'est immense, ça paraît complexe, mais c'est rien d'autre que les robinets quart de tour qu'on a dans son jardin. Le concept, c'est le même en fait, hein, c'est une bille. C'est ça, c'est une vanne quart de tour avec une boule qui est percée. Et quand la boule est dans un sens, son axe perpendiculaire, on va dire, l'eau vient s'appuyer sur la face pleine, donc ça ne passe pas. Et puis quand on l'incline, l'eau peut transiter. Mais c'est exactement le même principe qu'une vanne quart de tour qu'on peut avoir sur une installation à la maison. À la différence près que le diamètre, c'est 2,60 m environ, 2,62 m, et que le poids, c'est 105 tonnes du robinet sphérique. Donc c'est pas tout à fait... mais le principe, c'est le même. Et donc ces pièces-là, elles s'usent, j'imagine, et vous devez les remplacer. Vous en avez remplacé combien là? Il y en a 4, un par groupe. Combien de robinets? Alors en fait, on ne les a pas remplacés, on fait de la rénovation sur ces pièces-là. Hein. Voilà, donc il y a un des robinets sphériques qui a été déposé en 2020 pour être expertisé sous toutes ses coutures. Voilà, c'est du matériel qui a près de 50 ans, ouais, donc c'est important de faire un peu comme pour tout le monde, un petit check-up là, pour s'assurer que tout va bien. Et il est revenu ici et donc il va y avoir un programme de travaux sur les autres robinets sphériques dans le futur, mais pas immédiatement, quoi. Donc cette énorme pièce-là, vous la déboulonnez, vous la soulevez et elle repart chez l'entreprise qui l'a fabriquée pour être rénovée, c'est bien ça? Alors l'entreprise qui l'a rénovée, qui l'a fabriquée, peut-être pas l'entreprise qui l'a fabriquée, mais en tout cas l'entreprise qui a remporté le marché pour faire les travaux avec nous. Parce que ça paraît énorme là, ça rentre dans un camion ce Ça rentre dans un camion, ouais. Ok, d'accord. Et ça passe dans le tunnel qu'il y a au bout là-bas, ça passe au centimètre près dans le tunnel. D'accord. Donc on imagine que tout ça a un coût très important. Les opérations de rénovation de la steppe de Revin, elles se chiffrent à combien? Alors l'ensemble des travaux de rénovation sur la steppe de Revin, donc, qui sont rentrés dans le dur en 2016, se chiffre entre 80 et 100 millions selon qu'on intègre le coût des heures d'ingénierie ou pas. Donc environ, on peut dire que ça coûte environ 100 millions d'euros tous les 40 à 50 ans. 100 millions d'euros pour repartir pour 40 à 50 ans, exactement. C'est pas très cher au final, non? C'est pas si cher. Alors j'ai quelques questions qui viennent de nos spectateurs, de nos lecteurs. J'ai notamment une personne qui se demande si la steppe de Revin va être étendue à l'avenir. Je pense que la personne se demandait par rapport à la steppe de Montézic qui, elle, bénéficie d'un projet d'extension. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire ici à Revin? Il n'y a pas de projet d'extension de la steppe de Revin. Est-ce qu'il y aurait une possibilité technique
d'étendre. Après, on a des volumes d'eau finis, donc il y aurait de toute façon une étude technico-économique qui serait faite pour vérifier la pertinence de conduire un projet comme celui-là. Alors j'ai une autre personne, un autre spectateur qui se demande quel est le rendement global de la STEP de Revin entre le pompage et le turbinage, quelles sont les pertes d'énergie? Alors, je vais vous donner les chiffres de production de l'année dernière. L'année dernière, on a produit 1 TWh, donc c'est l'équivalent de la consommation d'une ville comme Reims et de son agglomération. Et c'est vrai qu'une STEP, ce qui est contre-intuitif, c'est qu'on consomme plus d'énergie qu'on en produit, donc on a absorbé pour 1,3 TWh d'énergie sur le réseau, ce qui conduit à un rendement un petit peu inférieur à 0,8. Okay, donc 80% de rendement, c'est ça? Ce qui est parmi les meilleurs pour les systèmes de stockage d'électricité. Ce qui est très bon. En dehors des batteries, bon, ouais. Évidemment. Dernière question, c'est une personne qui se pose la question de l'évaporation et de l'infiltration d'eau sur le bassin supérieur. Est-ce que ça a été chiffré ici Non, on ne l'a pas chiffré. Non. Donc c'est pas significatif quoi, au final? C'est certainement, il y a une valeur certaine, mais c'est pas à l'échelle de notre installation. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette installation. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Révolution énergétique. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu bien sûr et de bombarder les commentaires. Bye bye. Au revoir.